Parce que s'il ne reste plus rien, ben c'est quand même un peu embêtant, quoi, je veux dire. On se demande ce qui reste au bout du compte de nous, réellement, qui nous appartient en propre. Alors je ne sais pas pourquoi vous dites que c'est plus personnalisé le physique que le spirituel, parce que effectivement le physique, on voit tout de suite une différence entre nous, enfin, spirituellement ou intellectuellement, il y a une différence entre nous qu'on peut juger. Quelqu'un qui est mathématicien n'a pas la même structure cognitive que quelqu'un qui est plutôt intéressé par la littérature, ou je ne sais pas, enfin bon, on est très différents spirituellement aussi. Moi je trouve qu'il y a une différenciation entre nous très grande. Oui. C'est une question, je pense, mais ça se voit Jacques parlait plutôt de l'esprit au sens de quelque chose qui dépasse cet aspect-là. Ça serait plus de l'aspect de la psyché. Oui, d'accord. Voilà. Comme chez Platon, il y a le corps, l'âme et l'esprit. C'est plus compliqué que le dualisme cartésien. Voilà. Et là, on rencontre des subtilités qui nous échappent un peu. Oui, c'est pas évident. Le cerveau, je le mets dans la matière. Le cerveau, voilà. Oui, j'ai bien compris. Le cerveau dans la matière. Voilà. C'est quelque chose de matériel. L'intelligence serait matérielle. L'intelligence serait matérielle. De ce point de vue-là. Oui. Moi, ce que je voudrais dire, bon, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Il y a des étapes, c'est-à-dire qu'avant de supprimer l'ego, il faut déjà un ego construit, une construction de la personne. Hein. Et c'est ça un peu le problème de l'occidental. Je crois que c'était Jean Pape qui disait il ne faut pas se croire en première quand on est en sixième. C'est-à-dire qu'il y a une évolution. Donc déjà se construire, c'est plus facile de couper une tête quand il n'y en a qu'une seule. Si l'homme est trop multiple, il n'y a pas quelque chose qui le dirige, c'est la folie de vouloir couper les deux. Donc c'est ça, c'est qu'en fait c'est un processus évolutif. Et l'occidental va peut-être vouloir le faire beaucoup trop vite. Alors, Anissé, Ah bah Anissé, vas-y. Non. Le sujet, faut-il mettre son ego à l'ego, je pense qu'avant qu'on soit ensemble, il y a d'abord l'individu. Alors cet individu, il se dit, bon, je dois disparaître pour laisser l'avantage à la société. C'est ça. C'est ce que la question veut, le débat de le sujet que nous traitons. Je pense que l'individu, c'est ça qui constitue même l'ensemble. L'ego qui est moi ne peut pas aujourd'hui se passer de moi. Je suis dans l'ensemble, c'est pour dire quelque chose. Si aujourd'hui nous sommes, on voit dans la biologie, chacun de nous, excusez-moi les termes, nous sommes des gouttes de spermatozoïdes. Qui n'a pas commencé la course aujourd'hui, qui a commencé la course dès que le monsieur a éjaculé, en quelque sorte. C'est cette course que nous continuons aujourd'hui. Alors, c'est soustraire à notre identité pour laisser place à la société, je pense que c'est un abandon. Même l'esprit qu'on peut mettre entre griffes d'orgueil ou bien de dépassement, c'est ça notre identité. C'est ça notre identité. Je vois mal si Hitler a voulu être Hitler, excusez-moi les termes, parce que lui c'est Hitler. C'est comme on veut interdire à un chat de miauler. On veut interdire à un chien de faire quelque chose, ou bien le chat veut modifier son caractère génétique pour être le chien. Je pense que si le chat le fait, il ne serait plus le chat. Ici, l'esprit, c'est ça qui identifie à l'être. Ce n'est pas l'être qui identifie à l'esprit. C'est l'esprit qui fait l'être. L'être ne fait pas l'esprit. Maintenant, la société ne nous apprend que un mode de vie. Mais la société ne doit en aucun cas nous influencer. Si la société nous influence, nous sommes perdus, on est morts. Donc, c'est un peu ça. C'est intéressant. Alors, ce que tu as dit sur l'expertise rejoint un peu un grand philosophe, Bergson, qui disait qu'il y a un premier spermatozoïde, c'est ça l'élan vital de Bergson. C'est la vision du dieu de Bergson. C'est l'élan de vie, quoi. Je trouve que c'est assez bergsonien ce que tu as dit. Voilà. Yves? Oui. C'est pas facile, hein, c'est quand même cette notion de l'ego quelque part. C'est pas proprement occidental ou oriental. C'est vrai que c'est un peu lié à la question de la réalisation de soi, la spiritualité.
on a toujours tendance un petit peu comme on l'a dit ici, en fait, à noircir un peu l'ego en disant que ça peut être le frein à la réalisation de soi ou autre. En Chine, il y avait à la fois les deux courants, parce qu'il y avait à la fois le courant mystique taoïste qui cherchait justement un effacement de soi, un effacement de l'ego dans une mystique, dans une démarche spirituelle. Et puis le confucianisme, lui par contre, était plus dans l'engagement dans la société politique, mais quand même, il cherchait un effacement de l'individu dans l'accomplissement, dans le devoir, en quelque sorte, le règne, ce que l'on appelle dans la pensée chinoise le règne. Voilà. De devenir l'homme vrai en s'attachant au rite, en s'attachant à l'État. Donc ça aussi, c'est un effacement de soi, d'accepter le devoir, d'accepter l'engagement dans la société. Le courant du judéo-chrétien, dans l'Israël antique, dans le christianisme, on a aussi cette idée de l'épanouissement de l'être, mais dans une sorte qui se rapprocherait, moi je dirais, un petit peu du confucianisme. C'est en s'attachant au royaume, quoi, l'idée de c'est l'épanouissement de ça dans un certain devoir, dans certaines règles plus spirituelles, là, certainement. Mais plus vraiment, moi je pense que la question est justement, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de recherches un petit peu partout et qu'on voit bien qu'il y a quelque chose à dépasser dans cette dimension, d'une façon ou d'une autre. Mais dans la pensée indienne, la question de l'Atman, on ne l'a pas trop évoqué, ça. Elle est intéressante parce que l'Atman, quand on traduit, c'est à la fois le moi, le soi, et ça soulève la question, en fait, qui est la vraie question pour moi, un petit peu ce que tu soulevais tout à l'heure, là, c'est la question qu'il y a à la fois une dimension authentique et illusoire. À la fois on est bien nous-mêmes et à la fois on n'arrive pas à être nous-mêmes. Alors on peut le traduire de façon différente, on peut l'habiller de façon très philosophique, moi je le dis assez simplement. Mais en fait, c'était vraiment le fond de la question dans la pensée indienne. Et c'est pourquoi il y a eu cette tentative, en fait, de rechercher, de dépasser ce conflit, en fait, en cherchant à l'asseoir sur quelque chose de plus authentique. Et cet authentique, il l'appelle justement sunyata, c'est le vide, on traduit très mal par le vide, en fait. C'est plutôt de rechercher à travers une épuration, oui, quelque part, à asseoir cette personnalité. Alors c'est pas, et c'est justement peut-être l'erreur de certains courants ascétiques que le bouddhisme que Bouddha avait dénoncé. C'est pas en cherchant justement à tuer cette personnalité, c'est en cherchant à la réaliser dans un certain. C'est plus un silence, une recherche d'un silence que de la nier, quoi. Et dans ce silence, on arrive à retrouver l'authenticité de ce que l'on est. Mais l'occidental comme l'oriental, le spiritualiste comme le matérialiste sont dans cette lutte, en fait, je dirais, voilà, existentielle. Oui, mais le silence, c'est pas l'inverse du verbe. Et précise un peu, alors, là. Donc tu dis c'est dans un silence, c'est-à-dire dans une espèce d'atténuation de soi. Oui, ouais, enfin, attention, oui. Enfin, je l'entendais comme ça, c'est pour ça que voilà, je dis. Voilà. L'atténuation, c'est le bon mot, je trouve. Voilà, atténuation, c'est ça. C'est pas en l'écrasant ou en le limitant. Oui, en s'en débarrassant, je dirais en exagérant un petit peu, c'est voilà. Ouais. Je pense que dans ce courant-là aussi, le bon courant de l'Advaita, le bon courant du bouddhisme, de ces courants-là vont dans ce sens-là, quoi. Alors,
Moi, je pense que les grands créateurs, les grands scientifiques, les grands philosophes doivent